Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, c'est un très grand plaisir d'être ici. Je remercie donc Philippe et puis toute son équipe. Donc moi je suis Charlotte Dupont. Donc comme je disais, je suis biologiste médicale. Donc dans le centre de fertilité Tenon, donc dans le service de biologie de la reproduction. Donc moi je suis biologiste médicale. Donc je vais vraiment être au laboratoire, mais je fais beaucoup d'entretiens, donc je reçois également les patients et les patientes. Alors, je suis là aujourd'hui plutôt pour vous parler mode de vie. Alors, mode de vie plutôt lié à la nutrition et à l'alimentation, puisque c'est mon sujet de recherche depuis presque une quinzaine d'années, comme disait Philippe. Alors, je vais commencer mon topo par un article qui est paru dans Le Monde il y a 2 mois maintenant. Probablement, un certain nombre d'entre vous l'ont vu. Alors là, on va parler plutôt des spermatozoïdes, mais dans ma présentation, je vais parler bien sûr des deux, des hommes et des femmes. Mais les spermatozoïdes, c'est très facilement mesurable. Et donc, dans cet article, ce qui est mis en évidence, alors ça fait bien sûr suite à une publication scientifique, mais c'est qu'il y a un déclin du nombre de spermatozoïdes depuis 50 ans. Et on voit vraiment les chiffres avec une vraie diminution. Et donc, voilà, ça peut être inquiétant, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et ce qui est mis en avant pour essayer d'expliquer finalement ce déclin du nombre de spermatozoïdes, donc peut-être associé aussi à un déclin de la fertilité, hein, on va dissocier les deux, eh bien c'est probablement l'environnement, alors au sens large, donc la pollution, les perturbateurs endocriniens, mais également le mode de vie et l'alimentation. Et moi, c'est vraiment sur cette thématique-là que je travaille depuis plusieurs années. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, même si ça commence à venir, mais le mode de vie des couples va être important à prendre dans le bilan de fertilité globale. Ça ne fait pas tout, hein, comme disait tout à l'heure Philippe, mais c'est des petites choses qui peuvent aider ou, dans certains cas, même empêcher une grossesse. Et surtout, on va voir tout à l'heure, c'est qu'il y a certains comportements qui peuvent être néfastes pour la fertilité, mais la plupart vont être réversibles. Donc c'est pour ça que c'est important, parce que voilà, quelquefois, on peut faire des choses pour améliorer. Alors, ce qui a été le plus décrit, alors là, moi, je vais vous présenter essentiellement, mais alors en essayant de les simplifier le plus possible, mais des études vraiment scientifiques parues dans des journaux scientifiques pour expliquer en fait ce lien entre mode de vie et fertilité. Ce qui depuis très longtemps, et notamment chez les femmes, a été observé, c'est qu'il y a vraiment un lien entre surpoids et obésité chez la femme et le risque d'infertilité. Donc vous voyez donc, à gauche du diaporama, c'est que chez les femmes qui vont être en surpoids, il y aura plus de troubles de l'ovulation, c'est-à-dire moins de cycles réguliers, donc moins de chances de grossesse. Les ovocytes peuvent être de moins bonne qualité. Et puis plus de risques de fausses couches. Chez les hommes, pareil, et ça c'est plus récent. On s'est intéressé beaucoup plus tardivement à l'homme, ce qui est dommage, mais les hommes en surpoids obèses, eh bien, ils vont avoir des paramètres spermatiques moins bons. Donc déjà, moins de spermatozoïdes, donc on a une diminution du nombre de spermatozoïdes. Et puis ça m'intéressait beaucoup comme travail, c'est qu'on voit aussi qu'il y a une augmentation de la fragmentation de l'ADN spermatique. En fait, ça va être des spermatozoïdes de moins bonne qualité, avec plus de cassures au niveau de l'ADN. Donc voilà, et puis alors j'ai pas remis là parce que, mais bon, si vous avez eu un topo ce matin sur l'épigénétique, vous connaissez tout par cœur, mais on se rend compte aussi, et ça c'est un des sujets qu'on aime bien, c'est qu'on voit qu'en cas de mode de vie inadapté, on peut avoir une altération des marques épigénétiques. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment faire attention à tout ça. Alors oui, ce que je mettais en bas aussi, c'est après on a évolué dans nos travaux, on n'a pas regardé que le surpoids, l'obésité, mais aussi les désordres métaboliques, donc les déséquilibres au niveau lipidique par exemple, les hyperglycémies sans qu'il y ait forcément un diabète, mais la glycémie un petit peu élevée, le tour de taille augmenté, tout ça, ça peut aussi des facteurs défavorables et chez l'homme et chez la femme pour la fertilité. Alors on peut se dire, dans ce cas-là, c'est pas très grave, il y a la fécondation in vitro qui existe et ça va nous aider. Et alors là, pas forcément, parce que là, pareil, il y a plusieurs études qui ont été montrées et chez l'homme et chez la femme. Et donc là, je vous présente des études qui combinaient et qui compilaient plein d'études sur le sujet, qui confirmaient que chez l'homme et chez la femme, s'il y avait un surpoids et une obésité, on avait de moins bons résultats en FIV et en ICSI. Et donc c'est important de se dire, en fait, voilà, on n'a pas, la solution ne sera pas forcément dans l'ICSI, et peut-être qu'il faudra anticiper un petit peu les choses. Alors, les mécanismes qui sont impliqués dans tout ça. Alors, ce qu'on observe souvent, quand on a un désordre métabolique, un surpoids, une obésité, une dyslipidémie, c'est qu'on va avoir un déséquilibre hormonal. C'est-à-dire que les taux d'hormones ne vont pas forcément être très bons. Donc, ils vont être trop augmentés ou trop bas en fonction des hormones. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et on sait que ça peut être corrigé si, par exemple, on perd du poids. On va aussi avoir, et ça c'est important, une inflammation systémique de bas grade qui va finalement avoir un impact dans tout le corps, mais aussi sur la fertilité. Et puis, le stress oxydant.
Et ça j'ai envie de dire, c'est presque ce qui est le plus important parce que ce stress oxydant, pareil, hein, il va jouer dans tout le corps, mais il va jouer directement sur les gonades, donc sur les testicules, sur les ovaires, et ça va altérer les gamètes. Et donc ce stress oxydant, eh ben, voilà, il est néfaste. Alors effectivement, si on corrige les effets, alors les dyslipidémies, le surpoids, l'obésité, on peut le diminuer, donc on peut un petit peu réverser les choses. Et puis aussi, on sait que quelquefois, on peut avoir un petit coup de main avec des compléments alimentaires antioxydants qui peuvent finalement, alors, pas venir remplacer un mode de vie sain, mais arriver en complément et en soutien. Alors voilà, pour rester sur ces micronutriments et ces antioxydants, alors là je vous présente les résultats d'une étude qu'on a faite. Donc c'est cette grosse étude hein, qu'on a mis des années à faire. Où on avait recruté des couples fertiles, donc il y avait un enfant qui avait moins de 2 ans, et des couples qui présentaient une infertilité primaire idiopathique. Ça veut dire des couples. Ça faisait plus d'1 an qu'ils essayaient d'avoir un enfant, et quand on a fait les premiers tests de fertilité, hein, donc le spermogramme, le bilan hormonal chez madame, l'examen des trompes, tout était normal. Donc c'est vraiment, on ne retrouvait pas de cause à leur infertilité. Et donc on leur a fait des tonnes de dosages, de questionnaires, etc. Et donc là je vous en présente quelques-uns où quand on a fait des dosages dans le sang de vitamines, on s'est rendu compte que les couples, alors là je vous ai présenté dans le côté des fertiles, les couples fertiles avaient des doses plus importantes de certains micronutriments qui étaient des antioxydants. Ces micronutriments, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros on les trouve dans l'alimentation générale. Et j'ai tout listé en bas et en gros, si on a une alimentation très variée et équilibrée, on devrait pouvoir les trouver. Donc, les couples infertiles, finalement, avaient moins d'antioxydants. Donc, peut-être qu'il y avait un lien à ce niveau-là. Donc, on s'est servi de ces travaux-là, bien sûr, pour la suite. Alors, nous, dans cette étude-là que je vous ai présentée, qui s'appelle l'étude Alifer, puis après, du coup, on a pu la développer pour aller plus loin et proposer un score. Donc, on avait beaucoup de données, beaucoup de dosages. La seule chose, c'est qu'on les prenait tous un par un individuellement. Et bon, finalement, on n'avait rien inventé. On avait observé qu'effectivement, les couples infertiles avaient plus souvent des désordres métaboliques, surpoids, obésité. Mais c'est pas ça qui allait changer les choses. Puis après, on s'est rendu compte, au niveau des micronutriments, qu'il y avait des choses aussi qui n'allaient pas forcément, dans certains dosages aussi. Et grâce à des outils, alors on va appeler, alors c'est vrai que c'est un mot un peu à la mode en ce moment, mais d'intelligence artificielle et de deep learning, on a essayé de voir si on les combinait tous ensemble, on arrivait à pouvoir obtenir un score qui prenait tout en compte pour être un peu plus puissant. Et puis on s'est dit aussi que, en fait, souvent, c'est des couples qui viennent nous voir, et donc voir si on prenait tout ensemble pour le couple, on pouvait avoir un score pour essayer d'orienter le couple. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a réussi vraiment à développer un outil de machine learning pour identifier et stratifier les couples qui souffraient d'infertilité idiopathique, probablement liés finalement au mode de vie. Donc, bien évidemment, la fertilité, c'est très multifactoriel, ça vous le savez bien, donc on ne va pas pouvoir trier 100% des couples, mais on est pratiquement à 70% des couples qui, possiblement, peuvent avoir une infertilité expliquée par ce score. Donc Arnaud vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Voilà, donc là, c'était pour rentrer un petit peu dans le détail, et puis là, on vous a listé quelques éléments qui ressortaient dans le score, et en fait, ce qui ressortait, c'était vraiment des éléments métaboliques, avec la glycémie. On se rend compte que la glycémie ressort toujours de façon importante. Ce n'est pas des personnes qui ont un diabète, hein. Ils étaient exclus d'études. Donc c'est des gens qui ont une glycémie un tout petit peu élevée et donc qui peut potentiellement avoir un effet défavorable, et on sait qu'on peut jouer sur ça, notamment via l'alimentation. On va aussi avoir des choses sur le poids, bien évidemment, sur le tour de taille, et puis sur les vitamines antioxydantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc on vous parlera tout à l'heure d'Alifer. Après, moi je voulais vous parler finalement de vous dire que ce n'est pas forcément une fatalité, qu'on peut changer les choses sans forcément faire des régimes drastiques ou perdre 50 kg, c'est surtout pas le but, et probablement ça ne marcherait pas. Mais quelquefois en modifiant quelques petits comportements pas forcément adaptés, on améliore les choses. Chez les femmes, c'est bien décrit. Alors, ce qui est le mieux décrit, forcément, c'est le surpoids et l'obésité, parce que c'est très décrit dans la littérature. Eh bien, en cas de surpoids et d'obésité, une perte de poids pas forcément majeure, modérée, 5 à 10% du poids corporel ou 5 à 10 kg quelquefois suffisent pour retrouver par exemple des cycles réguliers et donc obtenir des grossesses spontanées. Chez les femmes qui présentent un syndrome des ovaires polykystiques, on voit qu'on améliore les choses aussi. Et puis une meilleure réponse au traitement d'assistance médicale à la procréation. Chez les hommes, il y a moins d'études sur le sujet, mais le peu qui ont été publiés, j'essaie de les résumer ici. On améliore le bilan hormonal. Et il y a peu d'études, mais bon, le peu qui ont été publiés montrent quand même une amélioration un petit peu au niveau des paramètres spermatiques.
Bien évidemment, on a besoin d'autres études pour être vraiment affirmatif, mais c'est vrai que voilà, c'est plutôt encourageant, notamment la dernière étude qui montre que chez des hommes qui perdent du poids, on améliore l'intégrité de l'ADN spermatique, donc on diminue la fragmentation, et voilà, moi ça j'y crois vraiment. Autre sujet, l'activité physique. Donc c'est pas forcément le sport intensif, mais on se rend compte, nous, alors ça c'était toujours l'étude à l'y faire, que les couples infertiles avaient un peu moins d'activité physique que les autres. Quelquefois, c'est marcher un peu plus dans la journée. Alors pas forcément les 10 000 pas, mais 7 000 pas. Voilà, essayer de bouger un peu plus, sans aller faire 1 heure de footing tous les soirs, mais quelquefois on peut également peut-être améliorer les choses. Probablement ça va jouer sur... alors, on peut perdre un peu de poids, diminuer l'obésité abdominale, et puis diminuer un petit peu le stress oxydant. Et puis bien sûr, la qualité de l'alimentation. Donc essayer de rééquilibrer un peu son alimentation. Et alors, c'est des études scientifiques qui sont plus difficiles à faire. Étudier l'alimentation et avoir un truc vraiment très strict qui ressort, c'est compliqué. Mais quand on regarde vraiment les études qui sont parues sur le sujet, ce qui est mis en évidence, c'est qu'une alimentation type régime méditerranéen, donc c'est assez facile à appliquer chez soi, eh bien, semblerait favorable pour la fertilité des hommes et des femmes. Donc c'est important, comme ça veut dire que monsieur et madame peuvent manger la même chose. Alors je ne sais plus si la diapositive d'après j'ai mis... Attendez. Ouais, c'est ça que je voulais mettre. En fait, alors régime méditerranéen, si je vous laisse partir comme ça, peut-être que ça peut être un peu flou, mais je vais renvoyer à quelque chose de totalement officiel et, et national. C'est le site mangerbouger.fr, le programme national nutrition santé. Donc vous avez un site qui est très bien fait, qui va aider, alors il n'est pas fait que pour la fertilité, mais franchement quand on lit les articles liés à la fertilité, on retrouve exactement les mêmes conseils. Donc comment adapter son alimentation, et on trouve aussi sur ce site des types de recettes pour vraiment se donner des idées. Donc c'est pour ça que je renvoie souvent sur ce site qui est un site national et totalement officiel. Voilà, les vitamines. Il faut en parler aussi, je vous ai dit que ça ne peut pas remplacer un mode de vie le plus équilibré possible. Bien évidemment, on a le droit à quelques excès, mais ça peut être un vrai support. Alors chez la femme, évidemment la vitamine B9 ou l'acide folique, voilà, c'est vrai que c'est vraiment conseillé en préconceptionnel. Donc c'est vrai que nous, dans notre centre de PMA, toutes les patientes qui arrivent vont se voir prescrire de l'acide folique. Et puis de toute façon, ça a été montré, alors ça va être nécessaire pour la grossesse et le début de grossesse notamment, mais pour la fertilité, ça va être bénéfique aussi. Et puis la vitamine D, il semble aussi avoir un rôle important. Il y en a d'autres, il y a plein d'autres vitamines qui existent qui vont être aussi importantes. Alors je vais dans le mauvais sens. Voilà, donc là par exemple, c'est une étude qui a été faite qui montrait que chez des couples pour une infertilité inexpliquée, comme les couples qu'on avait dans notre étude, eh bien ceux qu'on supplémentait en antioxydants, on avait des délais de grossesse un peu plus courts. Pour les hommes, alors souvent ça va être controversé, mais quand on regarde pareil un petit peu la littérature, on voit qu'il peut y avoir un intérêt quand même, une supplémentation en antioxydants chez les hommes. Alors bien sûr, c'est une carence alimentaire avérée. Alors les compléments alimentaires, il existe différents composés, mais on va retrouver toujours un petit peu les mêmes. Donc souvent, il va y avoir une action antioxydante. Et finalement, on se rend compte que la plupart vont pouvoir améliorer les paramètres spermatiques conventionnels et la fragmentation de l'ADN spermatique. Donc voilà, on va l'associer bien sûr à un mode de vie plus sain. Alors, c'était pas le sujet, mais souvent on me reproche quand je parle de tout ça de ne pas parler quand même du tabac. Donc bien évidemment, le tabac à limiter plus pour les hommes et pour les femmes. On va continuer à fumer, puis on prend des compléments alimentaires. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc voilà, je passe vite sur ces diapositives-là, mais je pense que là, la plupart des gens sont quand même plus sensibilisés sur ce sujet-là que sur la nutrition. Et puis, j'aime bien cette diapositive, elle est un peu vieille, mais c'est les effets cumulatifs. Parce que bien sûr, si vous fumez beaucoup, mais le fait d'arrêter le tabac va faire prendre trop de poids, il va falloir trouver l'équilibre. Et se dire que même s'il y en a plusieurs effets, comportements négatifs, juste quelquefois d'en modifier un peut améliorer les choses. Et on voit par exemple, si on a 0 effet négatif, facteur de risque, on va avoir 83% de grossesse à 12 mois. Et si on a plus que 4, on tombe à 38. Donc peut-être d'en enlever un, et on augmente un petit peu les chances de grossesse à chaque fois. Donc c'est de se dire, c'est trouver l'équilibre de tout ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Voilà, donc finalement, là j'arrive à ma conclusion. Le mode de vie, ça va être important à prendre vraiment dans le contexte de l'infertilité. C'est probablement réversible. Alors souvent, on va dire en 3 à 6 mois. Après, bien évidemment,
Et là, ça c'est ma casquette biologie de la reproduction qui va parler, c'est attention aussi au temps qui passe. C'est-à-dire qu'on ne va pas, nous, à l'hôpital, on ne va pas dire à des couples, bah, écoutez, prenez un an et revenez nous voir dans un an, surtout si par exemple la patiente a plus de 35 ans, presque 38 ans, ce qu'on peut gagner éventuellement avec le mode de vie, on va le perdre avec l'âge de la patiente. Donc il faut trouver l'équilibre et peut-être recommencer bien sûr le plus tôt possible à adopter ces modes de vie sains, mais on va prendre en compte aussi l'âge de l'homme ou de la femme. L'objectif, bien évidemment, ce serait d'être le plus en amont possible et puis qu'on ait un peu des outils pour informer et accompagner les couples, les hommes ou les femmes qui rencontreraient des problèmes d'infertilité. Voilà. Donc je suis maintenant disponible s'il y a quelques questions. Je ne sais pas ce qui était prévu.